Voilà, on est de retour, on revient. Certains nous attendaient depuis un petit moment. On s'est dit, tiens, on va revenir pour le mois de septembre, pour une rentrée, c'est assez logique en quelque sorte. Et donc c'est la rentrée des technos que vous allez découvrir sous vos regards ou dans vos oreilles, là, maintenant. Soyez les bienvenus. Comme chaque année, vous le savez, on refait les peintures chez les technos. C'est comme ça. Si vous avez l'image, même si vous n'avez pas l'habitude de nous regarder régulièrement, allez juste peut-être en début de saison jeter un petit coup d'œil, comme ça vous permettra de vous faire un petit peu votre imagerie quand vous écouterez le podcast, quel que soit le moment où vous l'écoutez, en faisant votre jogging, votre vaisselle ou autre, ou en allant en boulot, en voiture, ou que sais-je. C'est avec Sébastien, et Sébastien, ça va me faciliter le travail. Bonjour Sébastien, bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, qui d'habitude est sous nos latitudes, mais là pas du tout cette année. Un peu plus au sud. Ouais. Un peu beaucoup plus au sud. On a un décalage horaire de combien, de 7 heures, 7 quelque heures. chose comme ça. 7 heures de décalage. Nous sommes en direct avec la Colombie, Sébastien, et on entend les voitures klaxonner, c'est peut-être pas chez moi. Mais voilà, donc autant le savoir, comme quoi Internet permet quand même de faire des choses. Aujourd'hui, à chaque fois, je le dis chaque fois, hein, mais moi je trouve ça fabuleux. Ouais, il y a juste le décor qui change, mais c'est toujours le même Sébastien, c'est toujours le même micro, j'ai voyagé avec mon micro, c'est toujours la même caméra et tout, voilà. Bienvenue pour cette nouvelle saison, la 10e saison des technos. L'autre Sébastien, lui, n'a pas bougé. Bon, toujours... Non, mais j'ai l'impression qu'il fait aussi chaud qu'en Colombie. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est la première fois qu'en Belgique, on a une canicule un mois de septembre, paraît-il. Ça n'était jamais arrivé. Et je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va avoir des trucs qui changent et qui n'arrivent jamais, malheureusement. On a un programme chargé. Vous allez voir, les choses n'ont pas tellement changé par rapport à la saison dernière, bien que vous constaterez que on aura un sujet un petit peu plus conséquent dans chaque épisode des technos. Et cette semaine, ce sont toujours nos chroniqueurs qui choisissent les sujets dont ils parlent. Évidemment, on parlera d'Adobe et d'Adobe dans les grandes largeurs. J'ai envie de dire la saga Adobe du point de départ jusqu'à aujourd'hui. C'est mes petits camarades donc qui ont préparé ça cette semaine. Il y avait une petite accroche cette semaine. C'était l'âge du créateur d'Adobe, Sébastien. Non, un des deux créateurs d'Adobe est décédé pendant les vacances au mois d'août, si je me souviens bien, début août. Il avait 92 ans et c'est ça qui m'a donné l'idée de me dire tiens, mais Adobe, ils ont fait quoi? Parce qu'on connaît Photoshop, Illustrator, etc. Et puis en grattant un peu, mais aussi PostScript, PDF, c'est énorme Adobe. Ouais. Et puis on parle souvent des entreprises qui ont façonné l'informatique comme Apple ou Microsoft et on parle rarement d'Adobe alors qu'ils ont changé plein de choses et on va vous expliquer ça tout à l'heure. Avec l'autre Sébastien, bien sûr. Ce sera donc juste après notre abécédaire, qui lui reste, évidemment, puisque vous avez scruté l'actualité technologique de la semaine tous les deux. Je vous propose tout de suite de commencer avec notre première lettre de l'abécédaire de cette semaine. La lettre C, comme clone Sébastien. Forcément, c'est Sébastien qui... C'est facile. Moi, le lancement pour toi, c'est facile. Ça m'arrange, parce que de temps en temps, il y a peut-être des micros qui vont pas s'ouvrir au bon moment, machin, etc. Ça, veuillez nous en écouter. Enfin, je pense que tout fonctionne bien jusqu'à présent, mais si ça se trouve, voilà. C'est parce que... Oui. Mais c'est parce que je m'attendais à avoir une petite musique, je me dis, je commence après la musique, mais il n'y a pas eu la petite musique. Ah, tu ne l'as pas entendu, toi. Vous n'avez pas entendu la petite musique. Je ferai en sorte que vous l'entendiez pour la prochaine fois. On essuie les plâtres, comme on dit. Donc, voilà. Sébastien, c'est toi qui cause. Donc, pour cette lettre C, on parle de Delphi. Delphi, on clone à l'envie, Sébastien. Oui, c'est ça. J'aurais pu prendre la lettre D aussi, mais en même temps, voilà, Delphi, et surtout que Delphi est un truc que j'ai apprécié pendant longues années, mais c'était l'IDE, qui était donc un outil pour programmer en Pascal sous Windows, un truc qui fonctionne encore d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est pas du tout ça dont on parle aujourd'hui. Delphi, ici, c'est un autre projet qui est lié à un outil d'intelligence artificielle dans le sens large, qui a été fondé par Dara Lajveradian, voilà, celui-là, juste comme ça. Et la raison pour laquelle il a créé ce projet, c'est parce qu'il avait envie de pouvoir discuter avec son grand-père qui était mort.
Alors c'est pas pour discuter avec l'au-delà, mais c'est de pouvoir dialoguer et avoir des réponses de la même manière que son grand-père écrivait. Et, Ah oui. et potentiellement aussi avec la voix de son grand-père, parce qu'ils ont en même temps fait un accord avec une autre startup qui, elle, te permet de refaire les voix sur base d'un certain nombre de samples. Et donc, c'est là, pour les voix, c'est Eleven Lab. Donc, ils se sont dit, ça, c'était son idée, il a fait son petit truc, il trouvait ça top, et donc, la boîte a été créée, parce qu'il s'est dit, finalement, il y a peut-être d'autres personnes qui ont envie de discuter avec d'autres personnes que son grand-père, parce que son grand-père était effectivement connu, mais pas au point de faire discuter toute la planète entière. Et donc ils en sont venus maintenant à annoncer le projet publiquement avec une série de gros investisseurs. Et en même temps, ils ont cloné, entre guillemets, parce qu'ici, tu as effectivement la personne qui répond de la manière de, avec la voix de, c'est pas obligatoire, ça peut être juste de l'écrit. Et par exemple, tu peux discuter avec Steve Jobs. Voilà, si tu as envie, tu peux discuter. Steve Jobs te donnera des conseils, ou Jeff Bezos, et Robert Oppenheimer, Estée Lauder, ils ont fait. Ils sont pas tous morts, mais ce n'est pas obligatoire d'être mort. Et puis des trucs, si tu veux discuter aussi avec Aristote ou Socrate, c'est aussi possible. Il suffit d'avoir. Ils sont très bons. Ils sont bien morts. Hein. Il suffit d'avoir une série de textes. Je pense que c'était quelque chose comme 2-3 pages de texte écrits de la manière de. Et alors ça s'inspire de. Alors évidemment, ça ne te ramène pas le contexte, ça ne te ramène pas l'histoire. Non, mais ça s'inspire quand même aussi des opinions ou de l'histoire. Ça s'inspire. Intrinsèquement, ils auraient pu le dire. Je veux dire, tout d'un coup, Steve Jobs n'est pas devenu, je ne sais pas moi, ce qu'il n'était pas. Tu vois, enfin, je veux dire, on ne va pas lui faire dire. Il n'est pas devenu gentil. Non. Il n'est pas devenu gentil. Non, mais il aurait pu, ils auraient pu faire dire des bêtises. Ça s'inspire vraiment de la vie. Ça s'inspire de. Oui. Après, sur 2 textes, tu peux pas non plus espérer que ce soit réellement comme la personne pensait. C'est quelque chose qui est un simulacre de. Ouais. Alors effectivement, voilà, les premiers usages, c'est parler avec un défunt. C'est un petit peu glauque, mais pour certaines personnes, c'est aussi un peu une comment dire, psychologiquement, oui, une thérapie, une nécessité de pouvoir se dire, ok, j'aurais voulu encore pouvoir en discuter, ça te donne au moins une sensation de. Mais voilà, en dehors de l'aspect psychologique, je trouvais quand même le truc assez sympathique. Et voilà, à essayer, c'est dispo, il suffit d'aller sur le site qu'on vous mettra, que je n'ai plus tout de suite comme ça, mais qu'on vous mettra dans les liens. On met tous les liens comme d'habitude, c'est pareil. On continue à faire ça aussi, mettre les liens des sources que vous nous amenez systématiquement. C'est dans la description du podcast, c'est sur le site lestechno.be, c'est dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc il y a 1000 moyens de retrouver ces différentes sources. Je me demande, moi, quand on a cette possibilité de continuer à converser avec quelqu'un qu'on a connu, par exemple, est-ce qu'il est plus ou moins facile de faire son deuil? C'était la question que j'étais en train de me poser. C'est difficile. Oui, c'est ça. Alors, il y a dans l'équipe, ils ont aussi cloné Warren Buffett juste pour le plaisir. Et il y a un des gars qui rigolait en disant « Quand Warren Buffett me donne un conseil, je l'exécute ». Oui, justement, c'est là qu'il faut faire attention avec l'intelligence artificielle. Qu'en pense l'autre, Sébastien ? 2 petites choses. J'ai été sur le site tout à l'heure en préparant l'épisode. Il y a une liste d'attente pour le moment, donc on peut pas s'inscrire et commencer directement. Je me suis mis sur la liste d'attente, j'attends. Ça me rappelle un épisode de Black Mirror. Vous savez, la série dont on parle si souvent, série de dystopique sur le futur tel qu'il pourrait l'être. Et ben, il y a 10 ans, il y avait un épisode de Black Mirror qui montrait ça. On pouvait uploader les souvenirs d'un être cher en prenant toute une série de données, de photos, d'enregistrements, de traces sur les réseaux sociaux, et puis le système reconstituait plus qu'un chat. Là, c'était un hologramme en 3 dimensions avec la voix, la personnalité de. Et donc ça fait peur quand on voit la réalité la fiction qui se fait rattraper par la réalité. Et en même temps, c'est chapeau aux auteurs de Black Mirror pour aller chaque fois taper dans les sujets qui sont. J'allais dire bravo aux développeurs. De la réalité. Bravo aussi aux développeurs. C'est un exercice de style aussi d'arriver à faire ce genre de choses-là. Il y a un vrai challenge aussi. Après, ça pose toutes les questions qu'on a un petit peu effleurées là, en l'occurrence. Si vous avez ce type de questionnement de votre côté, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Bon, on ne pourra pas nécessairement vous répondre, mais peut-être qu'un autre auditeur passant par là ou un autre visiteur de notre site ou de notre chaîne YouTube dira tiens, oui, moi je pense que...
Voilà, peut-être une intelligence artificielle dans le coin. Oui, Seb, et puis après... mais il y a plein d'usages plus ludiques qui peuvent en être faits. Hein. Tu vas faire une expérience, une expo sur Elvis, on ne sait jamais, il est bien mort celui-là normalement. Oui. Et si tu as envie, tu pourrais avoir des sur place, si tu as envie de discuter avec Elvis, tu pourrais discuter avec Elvis. Mais donc, au-delà de ça, peut-être Elvis c'est un exemple, mais un cours d'histoire par exemple, avoir la possibilité de discuter avec Napoléon. De convoquer Napoléon ou de convoquer voilà, et de plutôt que d'asséner l'histoire en tant que telle, et de la lire en quelque sorte, de la faire dire et d'avoir un échange avec les protagonistes de l'histoire pour tout le temps. C'est pour ça que je posais la question de savoir si c'était bien cohérent. Hein, ça peut avoir un intérêt aussi, peut-être que ça donnera envie à certains de se pencher sur l'histoire, justement. Qui sait? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous lire. On va sur la Lune. La lettre L. La lettre L pour la Lune. Quand la NASA souhaite récupérer des déchets, c'est un enjeu, Sébastien, donc celui qui est à ma droite, c'est un enjeu du moment, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de saloperies, parce que voilà, dans l'espace on ne jette rien, enfin tout reste en fait. C'est un type vraiment spécifique de déchets, mais j'ai pas voulu l'écrire dans la conduite. En fait, on veut récupérer les déjections humaines qui sont restées sur la Lune après les missions américaines. Donc en gros, les astronautes devaient faire pipi ou caca, ils faisaient pipi ou caca dans un petit sac, et puis ces petits sacs ont été abandonnés sur le sol de la Lune, et ils suscitent un intérêt depuis quelques années, parce que j'ai retrouvé des articles qui montent déjà à 4-5 ans, 2018, 2019, mais je sais pas pourquoi ça revient dans l'actualité là pour le moment. Ça remonte. Où la NASA pense vraiment aller rechercher ces petits paquets pour les analyser. Et il y a une raison scientifique pour le faire, c'est pas juste pour le plaisir de recycler ou de nettoyer, c'est parce que, comme vous savez, ces déchets humains sont pleins de bactéries, et les scientifiques se demandent comment les bactéries peuvent s'adapter à la vie dans des conditions extrêmes. On a déjà retrouvé des bactéries à l'extérieur de la station spatiale orbitale internationale, l'ISS, qui ont vécu 3-4 ans avec des ranges de température qui vont à peu près de moins 150 à plus 150 degrés, et qui étaient encore capables qui vivaient encore. On a retrouvé déjà des bactéries sur Terre qui ont été surgelées pendant des années et des années, et là on se demande, tiens, après 40 ans, 50 ans, si je compte bien, c'est 69 la première fois, donc ça fait un peu plus de 50 ans. Comment ces bactéries ont évolué, ça peut donner des indications scientifiques sur la manière dont la vie peut soit apparaître, soit rester, soit se développer sur des planètes qui nous semblent à nous hostiles, en tout cas qui n'ont pas le même modèle d'atmosphère, d'éclairage et de température que la Terre. Voilà, je trouvais amusant, comme c'est la première de la saison, j'ai mis des petits sujets légers dans la conduite, oui, en altitude et léger, et puis la Lune est à la mode, puisque pendant les vacances aussi, il y a eu un alunissage d'un vaisseau indien, si je me souviens bien. Oui, il y a eu un crash à la radio. Que les Japonais partaient également vers la Lune cette semaine. Surtout, il y a eu un crash. Moi, je me rappelle d'un crash. Incessamment sous peu. Un crash sur la Lune des Indiens. Oui. Ah oui, non, pas juste avant les Indiens, quelqu'un qui a voulu un petit peu y aller plus vite. Ce sont les Russes qui pensaient pouvoir parvenir à l'unir. Un des points les plus difficiles, c'est le pôle sud lunaire qui était envisagé, et ils se sont vautrés comme voilà, et voilà. Donc il y a des déchets en plus, ils sont pas organiques, mais il y a quelques déchets en plus sur le pôle sud lunaire. Et c'est vrai que dès le moment où on pose le pied quelque part, on change déjà on y laisse des traces. On y laisse des traces, et on se rend pas on se rend pas toujours compte de l'implication que ça peut avoir, mais quand on ramène par exemple des éléments de la Lune ou de l'espace de manière générale sur la planète Terre, j'imagine que les scientifiques prennent quelques précautions aussi pour ne pas modifier notre environnement avec ces éléments venus d'ailleurs. J'ose en tout cas l'imaginer. Il y a eu des films et des séries de science-fiction là-dessus. Je me rappelle. Ils ont ramené le Covid. C'est peut-être ça. Le Covid, c'était peut-être voilà. C'était pas une chauve-souris, c'était tout à fait autre chose. Donc on fait quand même beaucoup on laisse beaucoup de déchets, que ce soit dans la proximité même de la planète Terre avec ces satellites, parce qu'il y avait une autre news qui circulait durant la semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, concernant un projet de ramassage de sacs poubelles géants pour ramasser les déchets qui gravitent autour de la Terre. Aller si loin sur la Lune et s'inquiéter
combien de temps, 60 ans après, 50 ans après, 57 ans après, 56 ans de ce que le popo de la mission Apopolo, du coup on va l'appeler comme ça, c'est quand même un peu tard pour s'en inquiéter, je trouve. Voilà. Ouais, bon, ça c'est un autre problème. Je sais pas ce qu'en pense l'autre Sébastien. J'espère qu'Armstrong va pas se prendre un PV parce qu'il a déposé des immondices en dehors de la poubelle. C'est ça. La prochaine fois, ils penseront à faire des toilettes. Et des poubelles. Et des poubelles. Voilà. On passe à la suite. La lettre M comme un miracle. Sébastien, le miracle de la technologie rend la parole à une paralytique. C'est presque divin comme sujet. Lourd. C'est ça. Oui, alors j'ai dû mettre miracle parce qu'il fallait caser un truc entre un L et un suivant. Oui. Donc, alors que nous sommes tous ici, je pense, assez pragmatiques et assez cartésiens que pour ne pas penser qu'il s'agit de miracle. Il y a bien des ingénieurs qui ont travaillé autour de ce projet et qui est assez bluffant, il faut le dire. Oui. Et donc ici, le problème, c'est Anne. Donc c'est pas elle le problème, mais c'est elle qui l'a rencontré. 30 ans, pauvre petite dame. Elle se fait un AVC et elle reste paralysée. Donc là, c'est mort, plus parler. Elle a failli... tous les muscles étaient paralysés, elle ne savait plus respirer. Elle s'en sort, elle sait maintenant respirer. Néanmoins, elle a perdu certaines fonctions, dont la parole. Mais elle bouge, elle bouge quand même la tête et d'autres trucs, donc elle est pas maintenant, elle sait quand même bouger un tout petit peu. Et donc des chercheurs se sont dit, ces personnes parlaient, avaient des environnements sociaux, mari, enfants, etc. Et en un coup, ne savent plus dialoguer, ou en tout cas très difficilement avec leurs proches. Et donc ils ont mis au point une techno. En gros, c'est deux gros câbles qu'on lui branche dans la tête. Voilà, ça a l'air très sympathique. Et qui vont capter les intentions dans son cerveau pour en faire de la parole. Et donc, c'est pas elle qui va parler, mais c'est un avatar qui parle sur une télé ou sur tout autre médium numérique, donc tablette ou ce qu'on veut. Ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que c'est pas juste comme notre cher physicien qui était paralysé, Stephen Hawking, qui faisait... quelques mots à la minute, même s'il était assez efficace. Ici, elle fait 80 mots à la minute. 80 mots à la minute, ça débite quand même. Elle ne va pas détrôner Eminem, mais 80 mots à la minute, ça va, quoi. Ouais. Et en fait, c'est parce que l'intelligence ici, l'algo se concentre non pas sur les mots, mais sur des phonèmes. Donc en fait, elle sait pas trop ce qu'elle prononce, mais elle prononce des sons, ce qui effectivement fait après les mots qu'on comprend en anglais ici. Pour rajouter effectivement un petit peu à la réalité du truc, de la personne qui reparle, il réutilise une autre intelligence qu'on a déjà citée dans le premier sujet pour refaire la voix du patient, et en même temps quelques animations faciales sur un petit bonhomme pour dire ok, t'as vraiment l'impression qu'elle te parle alors qu'en fait elle est à côté de toi et elle bouge pas. Donc pour le moment c'est un boîtier qui est connecté au niveau de la tête avec effectivement toute la machinerie qui est avec, donc c'est pas le genre de truc que tu peux te promener en rue. C'était un premier essai de l'université de San Francisco et de Berkeley. La prochaine étape maintenant, c'est d'essayer de mettre tout ça dans un petit truc un petit peu plus compact que pour pouvoir l'embarquer avec toi et du coup avoir une discussion un peu plus fluide pour ce genre de cas. Donc c'est un peu rendre la parole à toute une partie de la population qui l'ont malheureusement perdu. Donc humainement, je trouve ça assez bluffant et assez émouvant de voir quelqu'un qui reprend la parole, et tu vois son mari effectivement qui entend parler sa femme. T'as la petite larme, quoi. Tu te dis c'est quand même beau la technologie. Mais oui, voilà. C'est un peu, enfin, il y a des maladies comme ça qui vous tombent sur le coin de la figure où le cerveau continue à très très bien fonctionner, mais c'est le reste qui marche plus. La machine est cassée, le langage, peut-être les jambes, les bras, etc. Et quand la technologie permet et c'est quand même le truc le plus important, c'est la communication, hein, on va pas se mentir. C'est quand même assez impressionnant. Pour elle,
dans ce cas-ci, mais aussi, et peut-être même surtout, je serais tenté de dire, pour son entourage, non oui, c'est ça, pour les proches, Sébastien, l'autre. Oui, j'étais en train de penser que les médias s'en donnent à cœur joie à chaque fois pour donner les dangers des nouvelles technologies, attention, l'intelligence artificielle, etc. Mais il y a des cas concrets extrêmement utiles, extrêmement réels, qui sont là aujourd'hui déjà, et dont malheureusement la même presse fait un peu moins écho. Donc merci Sébastien d'avoir ressorti cette histoire-là, parce que ça montre aussi tout le potentiel pour le futur. On parle d'humain augmenté, enfin de réalité augmentée, d'augmenter les capacités humaines. C'est pas uniquement pour augmenter les capacités humaines des gens qui sont déjà capables, mais aussi pour les gens qui ne sont pas capables à cause de maladies. Et donc voilà, je suis très content de travailler dans la tech quand je vois des exemples comme ça, même si moi j'ai rien à voir dans cet exemple-là. Et j'ai envie de dire aussi chapeau à la dame en question, parce que je pense qu'il faut quand même une sérieuse dose de courage pour accepter qu'on a eu trifouillé dans votre cerveau. Le mieux peut être l'ennemi du bien, hein. Donc c'est donc. Ah oui, pour te foutre un câble jack dans la tête, c'est clair que t'as pas spécialement envie le matin. Mets-moi un jack. Et surtout quand tu sais que t'as des fabricants de smartphones qui retirent la prise jack, et on te dit on va t'en mettre une. C'est pas un petit peu rétrograde. Mais il faudrait de l'USB-C, s'il vous plaît. Oui. Mais donc voilà, non mais il faut, enfin je le dis ici dans ce cas-ci parce que c'est le cerveau, et que c'est quelque chose quand même, voilà, c'est de sensible, en tout cas on l'imagine, mais c'est vrai aussi pour ces gens à qui qu'on fait remarcher avec des systèmes, on en a déjà parlé ici dans le podcast, de machines qui permettent à des gens de se mouvoir à nouveau, de se remettre sur leurs jambes et de pouvoir se déplacer. Il faut une certaine dose de courage, parce que c'est une expérimentation, c'est un travail à faire. Je sais pas combien de temps, il me semble qu'on le savait, ça c'était peut-être pas dans l'article, Seb, le temps qu'il a fallu à cette dame aussi pour s'habituer parce qu'il y a un apprentissage là aussi, j'imagine qu'elle s'est pas mise tout d'un coup à débiter ses 80 mots par minute du jour au lendemain. Bref, on a mis la source, comme d'habitude, dans la description, donc vous irez jeter un petit coup d'œil et vous croiserez l'information, parce que à mon avis, là on l'a mis une source parmi d'autres, mais ça doit se retrouver aussi dans d'autres revues. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. La lettre P comme Palm. Sébastien, quand Oppenheimer utilise un Palm Pilot, il y a un truc, il s'est passé quelque chose, on n'a pas tout compris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis content de mon titre. L'actualité, c'est quoi ? Enfin, l'info, c'est quoi ? C'est que pour projeter le film Oppenheimer en 70 mm, 70 mm en IMAX, il est nécessaire d'utiliser un Palm Pilot, et des salles ont été surprises, utiliser un émulateur de Palm Pilot pour la projection du film. Alors, ça mérite quelques explications. Donc, je vais rembobiner, si vous permettez. Bon, Oppenheimer, tout le monde a été au courant, à moins que vous ayez vécu dans une grotte pendant ces 2 derniers mois. C'est le dernier film de Nolan, c'est ça, Christopher Nolan, qui parle de la vie de l'inventeur de la bombe atomique. Ce film a été filmé, ou est disponible en tout cas dans certaines salles en IMAX, en 70 mm. Alors 70 mm, ça fait 7 cm, ce sont des grosses pellicules, très, c'est très impressionnant à voir. Ce sont des bobines qui font entre 1m50 et 1m80 de diamètre. Donc ce sont des bobines qu'on ne tient pas verticalement. J'ai été regarder des documentaires hier sur la projection IMAX. C'est à plat, c'est à l'horizontale. Il y a un projecteur qui est à l'avant de la cabine, près de la vitre. Et puis à l'arrière du projecteur, mais bien 1m50 derrière, il y a ces 2 énormes bobines. Pourquoi 2 ? Parce qu'il y en a une qui débite le film, et puis il y en a l'autre qui rembobine le film de l'autre côté. Jusque-là, vous me suivez ? Il n'y a qu'une trentaine de cinémas dans le monde qui sont capables de faire ça. La plupart des IMAX maintenant sont en digital, et donc on reçoit le film sur une petite carte mémoire, petite SD, non, je suppose que c'est un gros disque dur, quelque chose comme ça, et ils projettent en digital. Mais pour ceux qui utilisent encore de la bobine, il y a un logiciel qui est chargé de contrôler la vitesse de rotation de la bobine. C'est très important parce que la piste son n'est pas sur la pellicule, c'est un appareil séparé qui donne le son, et donc il faut synchroniser les deux projections, enfin la projection image et la projection son. Et il se trouve que IMAX ayant un certain âge, plus de 20 ans, cette technologie-là, à l'époque, ils avaient développé le logiciel de contrôle de vitesse, de déboulement, de débobinement du film sur un Palm Pilot, parce qu'un Palm Pilot, c'est relativement petit, ça s'accroche sur une colonne de béton dans la salle de projection.
Et apparemment, ça avait les qualités qu'il fallait pour pouvoir faire le job. Et cette semaine, la semaine passée, il y a un TikToker, c'est pas facile à dire, un TikToker qui a filmé une salle de projection IMAX où on vous projette ce film Oppenheimer, et à un moment, dans un travelling, on voit sur le mur un Palm Pilot, et c'est même pas un vrai Palm Pilot, c'est une machine Windows avec un émulateur de Palm Pilot pour faire tourner le logiciel. Et du coup, la petite sphère Internet qui s'intéresse, qui est curieuse de ça, s'est posé des questions, mais qu'est-ce que fait ce Palm Pilot-là? Il était allumé, on a zoomé pour regarder les indications qu'il y avait sur ce truc-là, et des journalistes ont été interviewés la société IMAX pour dire c'est quoi ce truc-là, et la société IMAX a expliqué, et c'est expliqué dans The Verge, dans Ars Technica, vous avez les liens dans les notes du podcast, que effectivement ce logiciel de contrôle du déroulement des bobines a été développé à l'époque sur du Palm Pilot. Il fonctionne, donc ils n'ont pas trouvé l'utilité ou le besoin de le développer sur un autre système, même si le hardware n'existe plus. Ce hardware est relativement facile à émuler, donc maintenant ce sont des petites tablettes Windows avec un émulateur de Palm Pilot dessus, et en sachant qu'il y a plus que 30 cinémas dans le monde qui sont capables de projeter ce genre de film, et qu'il y en aura de moins en moins dans le futur, puisque l'avenir c'est digital, ils ont pas, ça marche. Alors pourquoi le refaire? Voilà, ça marche. Et voilà la raison pour laquelle un Palm Pilot est nécessaire, ou un émulateur de Palm Pilot est nécessaire pour projeter Oppenheimer. Ça n'a rien à voir avec Oppenheimer évidemment, mais c'est rare qu'il y ait des films longs métrages qui sortent en IMAX à 70 mm. Le dernier c'était en 2020, ça s'appelait Tenets. Il y a combien d'utilisés de cinéma IMAX dans le monde? Alors selon The Verge, l'article que j'ai lu, il disait 30 cinémas dont 19 aux États-Unis. Ah oui, quand même. On en a en Belgique. Je parle des cinémas IMAX capables de projeter un film analogique en 70 mm. D'accord. Pas de tous les cinémas IMAX. Je parle bien de cette projection analogique sur des grosses bobines de film. Oui. Seb, l'autre, qui voulait dire un truc. Non, mais je veux dire qu'il y en avait un Bruxelles, mais ils ont fini. Ah. Ouais, oui, je confirme. Mais je ne sais pas s'il est analogique ou digital. Bah oui, c'est comme ça. Il y en a un en Belgique. Bah écoutez, mais c'est grand. Ça... C'est pas là-dedans. C'est le vertige. Non, c'est surtout la salle. C'est trop grand. Ah oui, c'est trop grand. Oui, c'est trop grand. Souvent, c'est des documentaires Souvent, ce sont des documentaires de 45 minutes qui sont projetés, et donc ils expliquaient aussi dans l'article que pour le film Oppenheimer, ils ont développé des plateaux pour tenir le film plus large que d'habitude, puisque c'est un film de 2 heures et quelques, là où c'est pas commun, c'est 45 minutes. Donc, et on atteint à peu près les limites de ce qui est possible de faire. Il faudrait changer les salles et les systèmes de projection si on veut faire des films plus longs. Donc Christopher Nolan s'est dit, c'est la durée maximum d'un film si je veux le projeter en IMAX. Analogique. Donc voilà. On vous a appris plein de trucs du coup. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et si on a omis quelque chose, s'il y a moyen d'encore apprendre des choses, n'hésitez pas à commenter cet épisode. On se fera un plaisir de vous lire, évidemment. Sébastien n'a plus rien à rajouter, c'est en Belgique. C'est grand, c'est trop grand. Merci, au revoir. Bonsoir. Ah, P comme pub, c'est l'heure de la pub. Ça fait un peu jingle pub pour le coup. Mais c'est pas de ça. On va parler de publicité. Sébastien, on va parler de Google Chrome qui commence à activer les topics API. Comment ça fait? Qu'est-ce que c'est? Tu sais? Non. Ah, c'est quoi les topics? Alors, les topics. Alors, pour ceux qui nous ont suivis et qui écoutent de temps en temps, souvenez que à partir de l'année prochaine, les cookies tiers, c'est la fin, normalement, dans la plupart des navigateurs. C'est déjà pas évident sur certains. Et là, Chrome, Google a dit, c'est foutu, on coupe le poussin, donc... voilà. Donc cookie tiers, cookie que vous recevez quand vous allez sur un site X d'e-commerce et qu'il vous suit après pour savoir tiens, tu as été voir la page de... Pas que d'e-commerce, n'importe quelle page de tout. Oui. Pour essayer de te suivre. En général, le but c'est de taper de la publicité. Oui, voilà, c'est ça. Mais relevante à ce que tu as. Voilà, et ciblé par rapport à ce que vous avez l'habitude de consommer. Voilà. Oui. Et donc, à partir du moment où on n'a plus de cookies tiers, question relevance publicité, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Et alors, la réponse de Google, c'était, c'est le magique Topics API. Alors, qu'est-ce que le Topics API? En fait, Chrome se dit que il va pouvoir se permettre d'aller fureter dans votre historique. Et donc, il va fouiner tous les sites que vous visitez.
quand, combien de temps, les articles, tout ce que vous faites. Et à partir de là, il va se dire, oh, alors toi, tu vas voir surtout un site sur la technologie, et ben bim, hop, un petit tag pour ça. Toi, tu vas avoir un site sur ça, bim, un tag sur ça. Et donc, au fur et à mesure, il va créer un certain nombre de tags qui seront uniformisés, je suppose, pour pouvoir effectivement après targeter des personnes, non plus sur base de leur comportement sur des sites, sur des pages en particulier. Hein, tu pourras plus avoir la page spécifique de la télé, machin chose, pour qu'on te la retape. Mais globalement, tu es intéressé par les télévisions, par un achat de nouvelles pompes ou que sais-je. Et donc, ça va être un peu moins relevant, même si tu vas toujours avoir de la pub sur les pompes, si tu aimes bien les pompes. Donc, ça, c'est la base. Hein, et Google s'est dit, ça va passer, hein, les gens vont tous accepter sans sourciller. Pourquoi pas, hein, après tout, c'est notre navigateur et c'est notre historique, même si c'est voilà. Et donc ils ont commencé à déployer un peu partout. Alors suivant les pays, ça change. C'est là que c'est assez amusant. C'est que donc à certains moments, et ça arrive pas chez tout le monde en même temps, on va se prendre un petit pop-up. Je l'ai déjà reçu la semaine passée sur ma machine, qui me dit tiens, on met à jour votre expérience, ça va être beaucoup plus cool. Et puis tu as un petit bouton qui dit ouais, j'ai compris. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est fait. Ça y est, t'as accepté. Et en un coup, voilà, il va se permettre de pouvoir analyser ton comportement pour te donner, te faire toutes tes petites étiquettes. Alors donc voilà, suivant les pays, les textes sont différents, la manière de l'accepter est différente, parce que par exemple aux États-Unis, là, on s'en cogne un peu, hein, c'est accepté. Allez-y, c'est accepté. Oui, là. T'es né aux États-Unis, t'as accepté. C'est accepté. et même en Europe, quand tu as le petit bouton, tu vois, got it et puis l'autre annulé, si tu annules, ça veut pas dire que tu l'as désactivé. Si tu veux le désactiver, tu dois quand même aller dans les options pour aller le désactiver. C'est juste, oui, je m'en fous de ton pop-up, mais j'ai pas compris, mais c'est pas grave, c'est quand même activé. Donc. Ouais. Moi, je pense qu'à un moment donné, alors peut-être que Mozilla est la réponse à ce genre de problème, parce que je parle navigateur pour le coup, je pense qu'à un moment donné, on va voir fleurir ça et là des navigateurs alternatifs qui seront un petit peu à la manière d'Obreve, par exemple, qui utilisent Chromium, certes, mais qui n'utilisent pas toutes les fonctionnalités de Chrome, pour essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas tributaire justement de ce genre de choses. Toujours au niveau du navigateur, il me semble qu'il y a une loi qui est en train ou qui va prochainement être votée en France, qui va permettre au gouvernement français de faire pression sur les éditeurs de navigateurs, de fermer certains sites, enfin d'en limiter l'accès en tout cas, au départ du navigateur. Il y a une pétition d'ailleurs qui circule pour que ça pose un autre problème. Hein, ça. Ça pose d'autres problèmes, mais de nouveau, on voit que c'est le navigateur qui est central dans cette histoire. Hein. C'est pas parce qu'on dit souvent c'est les applications, c'est ceci. Le navigateur reste quand même l'application maîtresse, j'ai presque envie de dire. En Belgique, c'est souvent le DNS qui l'est. On a souvent utilisé la méthode du DNS en se disant si on plante le DNS, ça passera plus. Oui, mais en tout cas, ça passe par le navigateur aussi. Et donc, je pense que là, avec ce que tu viens d'expliquer en plus, et tout ce qu'on connaît en plus, des coquitières encore ou autres possibilités, à un moment donné, quelqu'un de bien inspiré, je vais faire un truc peut-être archaïque, d'une simplicité crasse, le navigateur à l'ancienne, entre guillemets, sans beaucoup de fonctionnalités, mais dans lequel les gens auront peut-être plus confiance quand ils vont sur Internet de manière générale. Mosaïque par exemple, oui. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Il y a un énorme conflit d'intérêts là qu'on voit pas. C'est Google qui crée le navigateur et c'est Google, enfin qu'on voit pas, mais qu'on n'explique pas assez, je trouve, dans la presse. Je parle pas d'ici, mais c'est que Google crée le navigateur d'un côté, mais Google, le principal revenu de Google et le principal modèle business de Google, c'est quand même la publicité. Donc d'un côté, ils ont tout intérêt à vendre la publicité le plus ciblée possible pour maximiser le revenu, et de l'autre côté, ils ont cette tentation que le browser facilite ce business-là pour eux, mais pour tous les autres aussi. Plein de choses passe par là. J'ai un autre exemple qui me vient en tête comme ça. Il y a un site, alors j'ai plus l'adresse en tête, mais de Google, qui permet de faire un audit d'un site, par exemple de notre site, de pouvoir dire tiens, est-ce qu'il répond dans les temps, est-ce qu'il est bien codé, est-ce qu'il est compatible SEO, etc., etc. Et qui a un chapitre expérience utilisateur.
Et cette expérience utilisateur, c'est un retour en fait de l'expérience comment les gens se sont comportés avec Chrome sur votre site. Et quand vous avez assez de données, il vous fait un résumé en disant ben voilà, la majorité des gens partent après la 3e page, la majorité des gens font ceci, font cela, ou les images se sont pas bien chargées. Alors ce sont des données techniques qui peuvent intéresser l'éditeur de contenu que nous sommes, mais malgré tout, ce sont des informations qui viennent du client. Et je suis pas convaincu que tout le monde est d'accord ou a envie de communiquer, de partager ces données, même si il n'y a rien de gravissime là-dedans, mais en même temps, c'est notre liberté aussi de pouvoir dire non, me semble-t-il. Et c'est le positionnement de Mozilla. C'est le positionnement de Mozilla et de Firefox maintenant qui est en quête de sens, en quête de business surtout et de revenus, mais qui se repositionne là-dessus. Je crois qu'on en a déjà parlé dans les technos la saison passée. Il se positionne sur l'aspect privacy. On a parlé de Brave, tu l'as mentionné, Safari dans une certaine mesure aussi. Il y a vraiment une carte à jouer là pour des navigateurs neutres en termes de publicité. Et qui intègre du VPN aujourd'hui et des choses comme ça aussi, effectivement. Sébastien? Oui, alors il y a un petit point en plus, mais j'étais sûr que le sujet allait vous enflammer. C'est qu'effectivement, donc Apple et Mozilla refusent de suivre le principe des topics ici, et donc il y a la problématique. Enfin, il y en a beaucoup, mais une des problématiques soulevées au niveau des topics, c'est que aujourd'hui, quand on tape un cookie tiers, peu de gens savent l'exploiter. Hein, tu vois, le mec qui a tapé le cookie et qui va pouvoir aller effectivement te retargeter sur Google Ads en disant lui je veux pouvoir le récupérer. Ici les topics, fondamentalement n'importe quel site que tu vas visiter va pouvoir consulter tes centres d'intérêt. Donc on n'est plus sur une expérience unique, mais toute une série d'informations vont être d'office partagées avec tous les sites que tu visites. Et ça, fondamentalement, je suis pas sûr qu'effectivement le consommateur, l'utilisateur de Chrome va se rendre compte que s'il est un petit coquin, tous les sites qu'il visite vont effectivement savoir que c'est un petit coquin. Si pour autant ils ont foutu un tag là-dessus, ce qui est totalement plausible, quoi qu'il en soit. Bah, vu la quantité de gens qui sont des petits coquins, ce serait dommage de passer à côté. C'est un tag important. Voilà. Peut-être pas très relevant parce que il y en a trop, mais voilà, c'est... Et mon petit mot de conclusion sur le truc, c'est que d'un côté, effectivement, on râle dessus, et je comprends. Hein, donc moi aussi, je suis pas spécialement volontaire, même si tant que j'ai le contrôle, je demande à voir sur le tas. Néanmoins, c'est toute une industrie qui est derrière, que ce soit des retailers, des marchands, des médias. C'est une industrie de la pub et ça ne prend pas. Il n'y a pas que Google qui est derrière. Non. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de consensus entre tous les acteurs. Le politique ne monte pas au créneau pour en définir un non plus. Et donc ça va créer une complexité pour tous les acteurs de la publicité pour se dire, ok, je veux pouvoir targeter facilement tel consommateur et je veux pouvoir après calculer le retour sur l'investissement de la campagne. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? D'un côté, ça va être beaucoup plus compliqué. De l'autre côté, c'est une opportunité pour se dire, ok, on peut avoir peut-être un standard qui n'est pas juste le Google Ads. Donc, voilà, il y a quand même une industrie derrière, il y a des gens, ça fait beaucoup de business. Et on ne doit pas juste dire, demain, il n'y a plus de publicité. On a besoin de la publicité, les sites ont besoin de publicité pour vivre, et il y a des modèles qui peuvent exister. C'est un modèle, en tout cas, qui continue oui, comme tu dis, exister et à faire ses preuves. Jusqu'à temps qu'on en trouve un autre, on n'y a toujours pas trouvé. Hein. Mais, et c'est pas parce que toi et moi, on n'a pas envie de voir de pub que Monsieur Tout-le-Monde n'a pas du tout envie de voir de pub. Il y a des gens qui s'en moquent, pour qui c'est transparent. Et d'autres qui aiment ça. Hein. Il y a quand même des festivals de nuit de la pub. Hein. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose dans le sens où ce festival. C'est des bonnes pubs. C'était une époque où il y avait de la créativité dans la publicité. Ce qui est quand même plus tout à fait le cas aujourd'hui. On est revenu à la réclame, comme on disait dans le temps. Hein, donc, mais ça, c'est un tout autre débat. On n'affiche pas des panneaux, des panneaux, des bannières, des bannières, panneaux et bannières, des bannières de pub dans ces nuits-là. Ce sont des petits films, c'est créatif, etc. Oui, c'est tempétant. Allez, encore une lettre. Encore une lettre.
La lettre T comme train. Sébastien. Forcément. Ça, c'est un truc qui fait quand même un peu... C'est que quand on hack les trains, mais pas les trains électriques du gamin à la maison. C'est des vrais trains. Des trains électriques aussi, mais un peu plus grands. Des trains électriques, mais beaucoup plus costauds, etc. Ça force la réflexion quand même, cette histoire. Revenons un tout petit peu en arrière, 26 et 27 août 2023, on est en Pologne et à quelques minutes d'intervalle, une vingtaine de trains dans 3 villes différentes s'arrêtent. En bordure de piste, j'allais dire, mais s'arrêtent sur les rails, là où ils sont, en pleine campagne, dans des gares, etc. On comprend pas pourquoi, et en fait, l'enquête montrera que quelqu'un a hacké le système d'alerte d'urgence des trains. Il faut savoir que tous les trains écoutent des ondes radio en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde, et qu'il y a possibilité d'envoyer à distance un message radio au train pour leur dire de s'arrêter. Par exemple, si le conducteur n'est plus capable de conduire, qui donne plus signe de vie sur sa pédale de l'homme mort, le train peut s'arrêter. S'il y a d'autres raisons, il peut y avoir des problèmes physiques sur la voie en face, par exemple. Une unité de contrôle, comme des aiguilleurs du ciel, mais sur les rails, peuvent arrêter à distance les trains et sans nécessairement couper le courant sur la ligne. Ouais. En Pologne, ils utilisent un système radio VHS, 150 MHz, avec 3 tonalités envoyées, à une certaine fréquence, un certain rythme, sur donc une fréquence qui est bien connue, je viens de vous la dire, VHS 150 MHz, en analogique, sans aucune protection, sans aucune authentification, et c'est ça que les hackers ont utilisé. Il suffit d'aller dans un magasin d'électronique, on achète pour entre, 50 et 100 $ maximum d'équipement, et on peut envoyer ce signal à travers les airs, et les trains qui sont à proximité, et c'est ça la faille du système, c'est uniquement les trains à proximité en fonction de la puissance de l'émetteur. Les experts estiment, et les hackers étaient probablement entre 100 mètres et 1 km des trains en fonction des équipements qu'ils avaient, de l'antenne, etc. Apparemment, c'est politique. L'enquête a montré que entre les bip-bip destinés au train, il y avait des messages pro-russes qui étaient diffusés. Donc, on soupçonne des sympathisants de la Russie d'être derrière cette attaque coordonnée, puisque c'était dans 3 villes différentes sur 2 jours, mais coordonnée sans beaucoup de moyens. Un gamin de 15 ans qui s'y connaît un tout petit peu en électronique pourrait faire ce genre d'attaque également. Donc, du coup, je me suis un peu renseigné aussi sur, ok, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelles sont les alternatives? Et bonne nouvelle, il y a à peu près plus que la Pologne en Europe qui utilise ce système analogique. En Europe en tout cas, et dans beaucoup d'autres pays du monde également, les sociétés qui exploitent les réseaux de trains ont switché sur un standard digital qui s'appelle GSM-R, et j'ai mis le lien dans les notes du podcast également, qui est un standard de communication digitale et sécurisé, donc avec authentification des messages, etc., pour communiquer dans les 2 sens entre le système de contrôle au niveau national et les différents trains qui circulent. Alors, il y a pas que les arrêts d'urgence, il y a des tas de communications, mais aussi la communication vocale entre le conducteur et l'autorité qui gère le réseau. Donc, a priori, il n'y a pas beaucoup de pays où ce genre d'attaque est possible, et la Pologne a encore cet ancien système que tout le monde avait avant, avec le plan d'ailleurs de le changer en 2025. Peut-être que maintenant, ils vont accélérer le plan, parce qu'il y a pas de parade. Il y a aucune parade, à part mettre des brouilleurs, mais enfin, ça coupe un peu l'idée même de pourquoi on fait ça. Alors, personne n'a été mis en danger par cette attaque, c'est plus un effet de démonstration, un effet de force, pour en parler au niveau politique, une démonstration, voilà. Même ici au Techno, on en parle, personne n'a été mis en danger, ça fait juste une pagaille énorme, parce qu'il y a les trains qui s'arrêtent, on ne sait pas pourquoi, et puis il faut attendre qu'ils redémarrent. Donc voilà, un simple émetteur radio pour arrêter des trains dans certains pays. C'est des fois, on essaie des fois surpris. Moi, je me rappelle il y a très longtemps. À l'époque, c'était déjà la fin de l'époque des CB. Vous vous rappelez la bande des 27 MHz pour les camionneurs, mais il n'y avait pas que les camionneurs. Et moi, je me rappelle qu'il y avait moyen en Belgique, sur certains tronçons autoroutiers. C'est un secret pour personne. En Belgique, nos autoroutes sont toutes éclairées. En tout cas, à l'époque, elles l'étaient toutes de manière assez intensive. Et il était possible d'éteindre l'éclairage des autoroutes avec une CB mal réglée, par exemple. Ça arrivait aussi. Donc voilà, c'est des fois j'ai pas analysé le truc, j'ai pas étudié aussi profondément que toi le principe, mais en tout cas, des fois on est surpris, mais il y a des choses comme ça qui sont commandées pour une raison X
X ou Y à distance, pour des raisons de maintenance peut-être, ou pour d'autres raisons, et qu'il est finalement, comme personne ne sait que ça existe, c'est pas nécessairement tout à fait protégé comme ça devrait l'être, et que donc quelqu'un qui est un petit peu au courant de l'astuce peut commencer à jouer avec. Je sais pas ce qu'on pense l'autre, Sébastien, à gauche, à droite. Ouais, c'est plus connu que tu ne penses. En fait, David et moi, on a déjà joué pas à couper des trains, mais avec ce genre de device. En fait, ça coûte 3 fois rien sur Internet. C'est un HackRF. Non seulement c'est très utile pour écouter ce qui se passe dans toutes les fréquences, savoir effectivement quand tu allumes ton micro-ondes que tu dépasses un tout petit peu sur la bande et que tu as intérêt à changer plutôt la fréquence de ton Wi-Fi, changer de canal parce que ton micro-ondes il est un petit peu plus large que ce qu'il officiellement doit faire, et d'autres bricoles comme ça. C'est un analyseur de spectre en fait. Oui, sauf que effectivement tu peux aussi émettre sur sur n'importe quelle fréquence. Sans trop de problèmes, et tu peux aller rechercher des trucs, en fait tu peux aller le connecter à ton PC et tu peux récupérer tout ce que tu veux, comme tu dois le connecter à ton PC, tu peux récupérer toutes les datas. Si tu prends le réseau belge de tout ce qui est urgence, c'est Astrid. Et il y a des forums, c'est ça que je voulais en arriver, il y a des forums plus underground où tu vas aller trouver toutes ces informations. Tous les réseaux, il y a des fanatiques, des fans, fanatiques, passionnés, prenons-le comme on le veut, qui analysent tout ça est documenté, et si tu veux, même des réseaux qui sont censés être sécurisés, ils sont plus tous tout à fait sécurisés, et comme c'est des devices qui sont en général avec une simple clé publique-privée, on dit voilà, on a fait le réseau, on a fait une clé et c'est dans le device, et on ne sait pas le flasher le device, il suffit qu'on ait une fois la clé et le réseau est quand même par terre, donc la sécurité est pas toujours non plus optimale, même si on pense qu'elle l'est dans d'autres pays. Donc il y a une attaque similaire dans des pays européens, même si c'est sur des services des fois sécurisé. Comme je le disais, des fois des services inattendus. Je parlais des autoroutes, des éclairages, ça peut être des barrières, ça peut être, on sait des fois c'est des barrages, pompes, électricité, toutes sortes de choses. Il y a de tout. Oui. Voilà. Oui, un truc à rajouter ou... Non, et de toute façon, même sans connaître le truc, si c'est pour envoyer des instructions, avec un HackRF, tu vas aussi juste écouter et garder l'instruction et la répéter. Oui, il suffit de la réémettre et tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, en fait. Ok, bon, voilà. Si de votre côté, vous avez aussi ce genre d'informations ou d'autres informations sur ce type de hack, en tout cas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça fait déjà plus de 47 minutes que nous causons, les amis. On va pas s'arrêter en si bon chemin, parce que là, on a le gros dossier. Comme on le disait en début d'épisode, il est question de parler d'Adobe. Adobe, certains disent aussi. On dit plutôt Adobe. Il faut être... En anglais, oui. Adobe. Donc, quand on veut être un peu smart, on dit Adobe. Adobe. La saga d'Adobe ou d'Adobe, vous le direz comme vous voudrez. On a pensé, enfin en tout cas mes petits camarades ont pensé pour cet épisode de rentrée de passer un petit peu en revue tout ce qu'on ne sait pas d'Adobe. Parce que c'est vrai qu'on parle de beaucoup d'autres marques, Microsoft, Apple, comme tu disais, ou autres, et que Adobe, tout le monde utilise ou presque à un moment donné un produit Adobe dans ses usages numériques, j'allais dire presque quotidiens, sans savoir d'où ça vient, où ça va, qu'est-ce que ça fait, etc., etc. On commence avec Sébastien, celui qui est à ma droite, si vous voulez bien, pour parler un petit peu de la genèse d'Adobe depuis le point de départ. Ouais, moi je dirais même qu'ils ont changé le visage de l'informatique, le visage de la presse, de l'illustration, de la publication, etc. Je lisais un article en préparant ce dossier où on compare les fondateurs d'Adobe aux descendants spirituels de Gutenberg, et pas moins que ça. Et je crois que dans l'histoire d'Adobe, effectivement, on peut retrouver ça. Donc, merci à l'autre Seb de m'avoir suivi sur cette idée-là. Adobe créé en 1982 par John Warnock et Charles Geschke, et c'est ça qui m'a fait penser à Adobe ce mois-ci, c'est parce que John Warnock est décédé à l'âge de 90 et quelques, là maintenant au mois d'août, et donc je me suis plongé un peu dans mais c'est quoi Adobe, qu'est-ce qu'ils ont fait, parce qu'on connaît Photoshop, Illustrator, et on va en reparler, mais où ça a commencé? En fait, ça a commencé, comme beaucoup d'histoires en informatique moderne, au centre de recherche de Xerox. On vous a déjà parlé du centre de recherche de Xerox, le Palo Alto Research Center, où il y avait une équipe qui travaillait sur des imprimantes laser,
laser, et l'idée de pouvoir envoyer une description d'une page à une imprimante laser pour qu'elle puisse afficher des images ou des dessins plutôt vectoriels et pas uniquement des caractères ABC comme le faisaient les imprimantes matricielles à l'époque. Il se fait que Xerox n'a pas voulu continuer dans cette voie-là. Ils ont développé des langages pour imprimantes, notamment un truc qui s'appelle Interpress, mais ils voulaient pas vraiment investir. Et deux personnes qui travaillaient dans ce projet-là, les deux, John Warnock et Charles Geschke dont j'ai parlé, ont décidé de quitter leur employeur, de quitter Xerox, de quitter le parc, et ils ont créé en 1982 Adobe avec un seul produit au début qui s'appelle PostScript. Et PostScript, c'est justement ça. PostScript, on n'en parle plus tellement aujourd'hui, mais c'était un gros truc dans les années 80, dans les années 90. C'est un langage de programmation qui permet de définir du contenu en deux dimensions. Donc de définir des graphiques, de définir la composition d'une page, d'un flyer, d'une bannière, enfin voilà. Et c'est ce langage-là qu'on envoie à l'imprimante, et moyennant, les fabricants d'imprimantes pouvaient acheter une licence à Adobe, une licence d'interpréteur PostScript, de manière à pouvoir imprimer en laser des choses jolies qui ne se faisaient pas sur les imprimantes de l'époque, parce qu'à l'époque, on imprimait des petits points plutôt les uns à côté des autres, selon des polices de caractères qui étaient gravées dans la mémoire de l'imprimante. Et là, tout d'un coup, avec un langage de programmation, on pouvait définir le contenu d'une page. Et devinez quoi, la première société à avoir acheté des licences pour PostScript et l'avoir fait pour 5 ans d'un coup, c'est Apple, qui a lancé en 85, donc juste 3 ans après la création d'Adobe, sa première imprimante laser grand public qui s'appelait le Laser Writer. Alors, moi je me souviens quand j'ai acheté des imprimantes laser, mais beaucoup plus tard quand j'étais étudiant, enfin, ouais, dans les années 90, c'était très cher des imprimantes PostScript. Moi, étudiant, je pouvais pas me payer une imprimante PostScript, et maintenant j'ai compris pourquoi. C'est parce que d'abord il y avait la licence à payer à PostScript, enfin à Adobe, et puis aussi comme c'est un langage interprété, il fallait un processeur dans l'imprimante et de la mémoire pour exécuter ce code PostScript. Ouais. Et la blague à l'époque, c'était que l'imprimante Laser Writer d'Apple avait un processeur plus puissant que le Mac auquel elle était connectée, et plus de mémoire que le Mac. Autre coup de génie des investisseurs, enfin des créateurs d'Apple, c'est qu'ils ont licencié aussi des polices de caractères qui étaient très utilisées dans la presse papier traditionnelle. C'est Helvetica et Times Roman, que tout le monde connaît. Ils ont acheté à cette société suisse qui s'appelle Linotype les droits de mettre ces polices-là, donc c'était prévu dans PostScript également, ce qui permettait aux gens qui éditaient de la presse d'habitude ou qui éditaient des magazines d'utiliser les polices traditionnelles auxquelles ils avaient l'habitude. Alors, ce que j'ai appris en préparant ce dossier, c'est que PostScript, et désolé, je passe beaucoup de temps sur PostScript parce que c'est vraiment ça l'acte fondateur d'Adobe, c'est un langage de programmation complet, et en programmation, on dit un programme Turing Complete. Turing de Alan Turing, allez voir le film si vous l'avez pas encore vu. Donc, un langage de programmation Turing Complete, ça veut dire qu'il peut servir à programmer la fameuse machine de Turing, qui est un concept d'ordinateur, en quelque sorte, une machine générique capable d'exécuter n'importe quel ordinateur. Par équivalence, un langage de programmation qui est Turing Complete, c'est un programme qui peut émuler n'importe quel autre langage de programmation aussi. Et donc, il peut s'émuler lui-même. Ça veut dire qu'on peut faire un interpréteur de PostScript en PostScript, ce que je savais pas. Et de ça, ils ont élaboré plus, notamment, ils ont travaillé sur les polices de caractères. Alors, c'est Benoît, l'autre chroniqueur des technos, qui m'a initié il y a de longues années à la science et à l'art, presque, j'ai envie de dire, des polices de caractères. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir une belle police de caractères avec des beaux dessins des différents glyphes, des A, des E, des T, etc. Je ne vais pas rentrer dans tout l'art de créer des polices de caractères. On pourrait faire un dossier sur les polices de caractères. Mais à l'époque, souvenez-vous, quand vous étiez sous Windows, les polices de caractères étaient bitmap, c'est-à-dire vous avez votre police de caractères en 6 points, 8 points, 12 et 16. Et si vous vouliez faire une grande affiche avec des polices de 20 caractères, eh bien, on allait agrandir le bitmap. Et ça, vous qui traitez des photos numériques, vous savez ce qui se passe quand on agrandit un bitmap, ben, ça devient tout pixelisé. Donc, vous voyez votre lettre, au lieu d'avoir le beau A bien rond, etc., vous aviez des petits escaliers sur les bords, c'était très moche. Et l'idée, avec PostScript et avec les polices de caractères d'Adobe, c'était de faire des polices
vectoriel, c'est-à-dire on utilise des vecteurs pour représenter les dessins. Ça veut dire qu'on redessine le dessin de la lettre à la taille qu'on le souhaite. Si on veut faire d'une police 100, 2000, eh bien on peut le faire sans avoir cet effet d'escalier. C'est Adobe qui a été le premier à faire ça. À l'époque, il licenciait d'ailleurs la technologie. Moi, je devais acheter, je l'achetais pas, je piratais à l'époque, un logiciel qui s'appelle ATM, Adobe Type Manager, qui était un espèce de petit driver qu'on installait sur Windows, qui tournait en tâche de fond tout le temps, pour justement pouvoir utiliser des polices de caractères vectorielles sur Windows, alors que normalement elles étaient bitmap. De nouveau, premier OS grand public à avoir utilisé des polices de caractères vectorielles, c'est Mac, et c'est Steve Jobs qui a fait que le Mac était devenu l'outil quasiment par défaut pour créer des magazines, dans le monde de la presse, de la publication, etc. J'avance un tout petit peu, parce que je vois que l'heure avance. Oui. Tu fais oui de la tête. Ouais, ça fait un long jogging. Pour il y a des systèmes d'exploitation qui ont utilisé PostScript et des dérivés. Ah oui, dérivés de PostScript, super important quand même, il faut le dire. PDF. PDF est devenu le standard pour s'échanger des documents. Pixel Perfect, donc tel que je le veux, c'est comme ça que vous allez le voir sur votre écran après. Ça a l'air de rien maintenant, c'est acquis, mais c'était pas du tout comme ça avant quand on s'échangeait des fichiers Word ou des choses comme ça en fonction des polices de caractères qui étaient installées ou pas. Ça donnait des rendus différents. Avec le PDF, on a le même document qui maintenant en plus peut être compressé, peut être signé, peut être chiffré. C'est devenu la base de l'industrie moderne. Au Luxembourg, quand j'habitais à Luxembourg, je remplissais ma déclaration d'impôt en PDF. On communique avec les administrations, avec les systèmes de santé. Donc PDF est vraiment devenu le standard de l'industrie pour s'échanger des documents. Et PDF et PostScript, et je termine par ça, ont inspiré également ceux qui construisaient des systèmes d'exploitation pour afficher des images sur le bureau. Mac, j'en ai déjà parlé, mais un peu plus tard Next et Sun Microsystems, qui voulaient un système pour rendre, pour que les applications puissent rendre du graphique 2D, du texte, de la composition, de la mise en page sur des écrans. Et chez Apple, il y a eu Quartz 2D qui vient de Next, au fait. La mise en page à l'écran, c'est pas du PostScript, mais c'est une variante de PostScript fine-tuné pour pouvoir faire de l'impression sur les écrans. Donc même les drivers d'écran, quelque part, aujourd'hui, en tout cas sur Mac, sont encore inspirés par PostScript et par PDF. Quartz 2D n'existe plus, je crois que ça s'appelle Quartz GL maintenant. Mais donc voilà, les premières années d'Adobe, les 10 premières années, c'est PostScript, c'est le monde de l'édition, c'est les imprimantes laser, c'est le PDF et les superbes polices de caractères vectoriels. Et tout ça existe encore de nos jours, on le vit encore, je le disais, au quotidien. Évidemment, Adobe, ce n'est pas que ça, parce que quand on parle d'Adobe, on parle aussi de tous les outils qui gravitent maintenant dans la sphère Adobe. Je pense au premier qui me vient à l'esprit, à Photoshop, par exemple, ou à Premiere, parce que moi, je suis plutôt dans le monde de l'audiovisuel et du visuel, mais il y a d'autres outils. C'est pas nécessairement des créations d'Adobe, Sébastien, et là, je m'adresse à l'autre Sébastien, ce sont aussi des acquisitions, des fois. C'est Adobe, ils commencent à faire des sous-sous, donc ils achètent aussi des entreprises qui leur permettent de grandir également. Oui, et alors on est un des tout premiers qu'ils ont racheté, un des plus grands noms, c'était Aldus. Honnêtement, moi je sais, à date en 1994, j'avais jamais entendu parler d'Aldus avant, mais probablement que Sébastien, oui, parce que je vois un petit sourire. C'était un concurrent une société qui faisait un produit concurrent à Adobe Illustrator. C'était je me souviens plus. C'était Freehand. Et donc, ils ont racheté la société et la FTC américaine a dit « Oui, mais en fait, tu rachètes un concurrent, mais c'est pas top parce que du coup, t'es tout seul. Donc, tu revends juste le logiciel qui t'intéressait, pas de bol, à une autre société. Et pendant 10 ans, tu peux plus l'acheter. Mmh. » Ce que Adobe a fait à 12 ans et des poussières, ils l'ont racheté et ils l'ont tué. Hein. Donc ils ont respecté à la lettre, mais ils l'ont quand même fait, ils l'ont quand même tué. Ils ont juste été plus patients. Donc faut pas croire que c'est que des gentils. Ils ont ensuite racheté Macromedia. Macromedia à l'époque c'était une boîte vachement connue. Là on revient sur ce siècle-ci, hein, c'était en 2005. C'est eux qui étaient la société qui éditait les produits pour faire du Flash, qui faisait Dreamweaver, ColdFusion et des trucs comme ça. Et donc le Flash a été du coup intégré à tous les produits d'Adobe en quelques années pour finalement après
le laisser aussi doucement mourir. Mais donc il y avait Director aussi, je pense, qui était un truc qui était assez sympa pour faire là c'était pas juste des animations, c'était un truc un peu multimédia. Director, c'était pas du print, c'était plutôt sur du web, mais un multimédia. Dans le même esprit que Flash à l'époque. C'était un peu. Et donc une société en Belgique en faisait énormément, c'était Machina en l'occurrence. Et puis avec toujours. Je reste aussi sur l'idée, là, ça restait quand même aussi toujours du vectoriel. Hein. On reste sur le vectoriel. Le Flash, Adobe, c'est un peu, c'est leur marotte, quoi. Et alors, en fait, le Flash, c'est peut-être le produit que je connaissais encore le mieux d'Adobe, parce que là, j'avais étudié le format à l'époque. C'était un format qui était, je pense, unique en son genre, parce que tu avais, enfin pour l'époque, tout était codé en bits. Donc les entiers, on s'amuse pas à faire un byte, 2 bytes, 4 bytes, c'était en bits, tu as besoin de 3 bits, tu fais 3 bits, tu vas pas en faire 4 si tu n'en as besoin que de 3. Donc le but était de faire le truc le plus petit possible, mais du coup à programmer pour générer du flash ou le lire, c'était un enfer. Ils ont continué à en racheter beaucoup. Jusque-là, tu étais effectivement toujours plutôt dans l'édition vectorielle et compagnie. Et puis, ils ont un petit peu élargi. Ils ont entre-temps aussi acheté. Je les fais pas tous, parce qu'ils en ont quand même acheté beaucoup. Ils ont racheté Magento. Et donc ça, c'était 2018. Alors c'est des sommes à chaque fois colossales. C'est Macromedia, c'était 3 milliards et des poussières, Omniture 2 milliards, Magento 1,6 milliard. Alors Magento, c'est de l'e-commerce. Et donc effectivement, depuis milieu des années 2010, Adobe a commencé un petit peu plus à migrer vers les outils full web. Parce que Magento n'est pas le seul. Donc c'est une plateforme e-commerce qui est utilisée par des dizaines de millions de sites. Ils ont racheté ça, donc une pêche, mais ils ont acheté d'autres outils après qui te permettent de faire de l'analytics. Ils ont un concurrent Google Analytics qui te permet de faire tout ce que tu veux sur ton site. Ils ont pas mal d'outils qui sont rachetés au fur et à mesure et qu'ils intègrent dans leur portefeuille, qui tournent autour du web. Même si ça c'est un petit peu plus loin de leurs outils. Ils ont aussi racheté PhoneGap. Donc je ne sais pas si effectivement, donc si vous utilisez les produits d'Adobe, il est possible par exemple de faire une application mobile assez facilement pour Android, iPhone, sans trop de problèmes. Et c'était une société qui éditait ça, c'était PhoneGap, et donc en fait c'était basé sur un framework en web. Donc tu fais un peu de web, un peu d'HTML, un peu de CSS, et donc ils se sont dit on a déjà ce genre de truc parce que Dreamweaver c'est gentil mais ça fait 20 ans qu'on le fait, et donc ils ont repris PhoneGap, et là aussi effectivement maintenant tu peux créer des applications mobiles avec les suites Adobe, donc ça va vraiment de tout à tout. La controverse un peu, et là je suis plus sur le contre-pied de c'est magique et ils ont révolutionné toute l'industrie, c'est que ils le font à la dure, c'est-à-dire que comme je le disais, il y a un produit qui est concurrent, ils vont le tuer, effectivement, ils vont le racheter, ils vont le tuer. En général, quand un produit est concurrent et qu'ils rachètent la société, tu peux être sûr que le produit va disparaître. Freehand, ils l'ont tué. Il y avait un autre outil à l'époque qui te permettait de convertir des vidéos en flash, dont je ne me souviens malheureusement plus du nom comme ça. Et c'était un tout petit outil qui était libre, et ils ont racheté la société qui l'éditait, et du jour au lendemain, tout a disparu. Et donc, c'était pratique ça, parce que ça te permettait de mettre des petites vidéos qui étaient le player lui-même, c'était le player intégré. Enfin, c'était intégré. La vidéo était le player elle-même. Moi, je me rappelle de ça. Donc, peut-être que nos éditeurs ont la mémoire et pourront nous rappeler, mais là, tout de suite, ça ne leur revient pas. Et c'était un outil topissime. Et donc, au fur et à mesure, effectivement, ils rachètent et ils s'assurent d'être les seuls. Donc, sur le marché, c'est pas la boîte qui a le plus tendance à collaborer avec d'autres éditeurs. Donc voilà. Et alors le grand avantage qu'ils ont réussi à faire, et ça, franchement, il y a peu de sociétés qui ont pris ce risque. Et sur ce point-là, je les admire, parce que Microsoft n'a pas encore osé le faire presque 10 ans plus tard. C'est qu'ils vendaient des logiciels un pont. Et du jour au lendemain, ils se sont dit, on va arrêter de faire ça et on va vendre des abonnements, parce que les abonnements,
on n'a plus cette contrainte de devoir sortir une nouvelle licence et une nouvelle version chaque année et obligé de reconvertir les gens à dire allez achète. Et donc on n'a plus cette pression sur les épaules et on a un revenu qui est récurrent sur Creative Cloud. Creative Cloud. Et ils ont admirablement réussi ce virage et en donnant maintenant accès à plein d'utilisateurs à un prix qui est beaucoup plus acceptable que ce qui n'était à l'époque, parce qu'il fallait payer 2-3 000 boules pour une licence, et là maintenant pour 50 balles par mois, tu peux avoir accès déjà à pas mal de choses. Et en plus de ça, il y avait énormément de mises à jour à l'époque. Moi, je me rappelle les licences. J'ai commencé, je crois, sur Photoshop 3 ou un truc comme ça. Et il y en avait une nouvelle version principale tous les ans à peu près. Et il y avait le fil entre la version que tu avais et celle que tu allais acheter était vraiment minime. Il fallait quasiment repayer une nouvelle licence. Et d'ailleurs, c'était un de leurs arguments quand ils ont lancé Creative Cloud, c'était de dire, plutôt que de payer licence par licence et de payer autant, vous allez payer un petit peu tous les mois et vous aurez toujours un truc up-to-date, ce qui n'est pas complètement crétin. Microsoft a eu beaucoup de réflexions pour faire ça sur un Windows et un Office, mais jusque-là... Ils l'ont fait sur Office, non ? Office 365, c'est ça, non ? Oui, c'est ça, oui. Mais des années... ils ont mis du temps, bien sûr. Oui. Ouais, c'est étonnant de voir comment ils ont pris ce virage du cloud et comment ils ont réussi à s'imposer en 20 ans, puisque ça fait quand même quelques années qu'ils sont imposés comme étant la solution pour les professionnels de l'image, que ce soit l'image 2D en presse ou la vidéo. Alors, en vidéo, ça a mis du temps. Première, avant d'arriver vraiment au niveau broadcast, ça a mis énormément... le web a un petit peu aidé ça, justement. La vidéo pour Internet, ça a un petit peu aidé à faire rentrer Adobe avec Premiere. Dans les workflows professionnels. After Effects, qui est l'éditeur qui permet de faire du motion, quoi, donc de l'animation, etc., c'était déjà bien imposé. Mais Premiere, ça a pris plus de temps. Là, maintenant, on commence à voir beaucoup de Premiere dans les bandes de montage en télévision et dans le cinéma aussi, à mon avis. Par ailleurs, bien qu'il y ait là un autre type de concurrence, et là, ce sont plutôt les créatifs qui décident en leur fort intérieur de quels outils ils ont envie d'utiliser. On a fait le tour, Seb en noir. Oui, pour lui. Bon, ok. Alors, il nous reste quelques minutes. L'aspect, le futur d'Adobe. On voit de plus en plus l'intelligence artificielle s'installer dans les outils. Je pense à Photoshop, je l'ai encore utilisé l'autre jour parce que je voulais compléter une image qui était incomplète, et ça marche quand même vachement bien. Il faut le reconnaître. C'est ça l'avenir, Sébastien, d'Adobe aujourd'hui, c'est l'IA. Ouais, il y a clairement deux stratégies quand on regarde un peu les press releases qu'ils sortent. Et puis il y a eu l'Adobe Summit à Londres il y a quelques mois. J'y étais, mais sans y être. Enfin, j'étais dans la même salle, dans le même centre de convention et de conférence, mais à une autre conférence. Mais c'était incroyable de voir la quantité de gens qui se baladaient avec un badge Adobe dans le quartier. Deux grandes stratégies. Ils continuent d'acheter des nouvelles choses. D'ailleurs, il y a eu pas mal de papiers cet été dans la presse sur le rachat de Figma. Figma, c'est une solution qui est basée web pour la conception d'interface graphique. Donc, si on veut réfléchir à comment sera l'expérience utilisateur, l'interface graphique de mon application iOS, Android ou de mon site web, il y a une énorme majorité de designers qui travaillent avec Figma, ce qui permet de commencer par des petits modules un peu sketch, un peu dessin, et puis de les raffiner au fur et à mesure et quasiment jusqu'à la génération de code d'ailleurs après. Ils ont demandé le rachat de Figma, enfin ils ont exprimé leur intention de racheter Figma, mais là encore, il y a les régulateurs aussi bien aux États-Unis qu'en Europe qui disent attendez, parce que vous allez avoir une position dominante sur le marché si vous rachetez Figma. Donc le deal est en attente d'analyse pour le moment, affaire à suivre, comme on dit. Et puis Generative IA, comme toutes les boîtes tech, il faut mettre de la Generative IA à tous les étages si on veut rester relevant en 2023. Et 2024, dans 5 ans, ça sera autre chose, mais pour le moment, c'est Generative AI. Et ils ont pris ce virage-là assez rapidement également. Alors, on les a perçus un peu en retard au début quand on a vu passer les premiers modèles Stable Diffusion, Midjourney, vous savez, ces modèles génératifs qui permettent, et on en a déjà parlé plein de fois ici au Techno, de générer des images, de transformer des images. Ils ont commencé à intégrer ces technologies-là avec leurs modèles à eux, d'ailleurs, dans leurs produits. Il y a 2 produits qui existent pour le moment. Un, c'est plutôt une annonce. Ils appellent ça Sensei. Sensei du nom du sage japonais, enfin c'est l'impression que ça me donne. Sensei, je connais pas la traduction exacte, mais c'est
ou bien quelqu'un de respectable, un professeur ou un monsieur en japonais, qui va plutôt s'appliquer à la gamme de produits dont Seb a parlé, qui est la gamme de produits web. Ils sont très forts sur la publication web, les workflows de publication, les CRM et l'analytics. J'utilise Analytics tous les mois pour aller rechercher mes métriques, pour mes rapports dans la boîte où je travaille. On mesure tout avec Analytics, c'est assez incroyable comme produit. Et là, ils veulent simplifier l'expérience utilisateur. C'est assez difficile de prendre en main Analytics, de savoir quelles sont les métriques à regarder, quelles sont les métriques, et puis de cette information, enfin de ces données, aller rechercher vraiment de l'information et dire c'est quoi l'expérience utilisateur, c'est quoi la journée de voyage dans mon site web. Je tombais encore sur un rapport hier matin qui disait que être capable d'analyser le chemin de navigation dans un site web, de diminuer la friction au moment du checkout, tout ça, ce sont des moyens d'augmenter les ventes, et il y a des chiffres à l'appui qui montrent qu'au plus les pages chargent rapidement, au moins il y a de friction, au plus c'est facile de faire son checkout, son sign-in, son sign-out, etc. Ça augmente les ventes, et donc là ils sont très forts, et l'idée de positionner le Generative AI, c'est d'analyser cette montagne de données que vous générez, sans savoir, enfin en mettant analytique dans votre site web, et de manière à vous donner l'information dont vous en avez besoin pour tirer des actions, enfin des choses actionnables, utiles que vous pouvez faire. Ça, c'est le premier volet. Évidemment, l'autre volet qui fait les grands titres de la presse, c'est le plus impressionnant, évidemment, c'est l'application du Generative AI sur les outils de création des graphistes. Et comme ça, on refait le lien avec le premier sujet de cet épisode. Boucle la boucle, regarde comme c'est beau, où ils intègrent évidemment du Gen AI dans leurs outils traditionnels que sont Illustrator, Photoshop et autres. Notamment, il y a un outil qui est en bêta pour le moment, qui est gratuit, tout le monde y a accès, et j'ai joué un peu hier avec, et j'étais impressionné. Ça s'appelle Firefly, et je vous ai mis le lien dans les notes du podcast également. C'est gratuit, vous devez juste vous inscrire avec une adresse email, et c'est un espèce de mini Photoshop qui montre les différentes possibilités de transformation d'images avec du Gen AI. L'expérience, alors il y a de la pure génération, donc on peut taper un prompt qui génère une image, rien de nouveau, vous allez me dire, on a déjà parlé de tout ça, mais là c'est dans les produits Adobe, et j'étais assez bluffé par la qualité des images. J'ai essayé de générer des logos, il est pas mal pour ça aussi, parce que les autres modèles ne font pas nécessairement bien quand ce sont des choses abstraites. J'ai demandé de générer des photos, tu l'as dit en début d'épisode, moi je suis dans un paysage de montagne ici, donc j'ai demandé de générer des montagnes vertes. Et c'est incroyable, les photos qu'il m'a générées. Ah oui, non, c'est très très beau, mais avec quand même un biais, et là c'est le problème même de l'IA générative, c'est que c'est basé sur un catalogue qui est existant chez Adobe. C'est dans le catalogue d'Adobe, ils ont une quantité, une collection de photos qui sont en libre accès pour les gens qui payent. Qui payent. Donc pas en libre accès, mais voilà, que tu peux utiliser toi en tant que membre, entre guillemets. Eh bien, ça va se nourrir de tout ça. Donc on reste quand même, et ça reste, il y a toujours une espèce de couleur, une espèce de patte, une espèce de fini Adobe, je mets des guillemets, dans ce qu'il génère. C'est très difficile, c'est pas super créatif, si je puis me permettre. Il y a deux choses à dire. D'abord, cette collection d'images est énorme et tellement variée que ça couvre quand même pas mal de domaines et d'applications différentes. Et l'autre, c'est justement un avantage de cette solution, c'est qu'elle est libre de droit. Enfin, ils ont les droits sur les images qu'ils utilisent pour entraîner les modèles. Donc toute la discussion de savoir est-ce que l'image que j'ai générée risque de me retomber dans la figure plus tard parce que ce sont les droits de X, Y, Z, ne se passe pas quand on utilise ces produits-là. L'autre chose que j'ai essayé, c'est de faire ce qu'on fait dans Photoshop. La première fois qu'on a Photoshop, quand on n'est pas graphiste en tout cas, on s'amuse, et c'est ce que j'ai fait dans les années 90, à détourer, donc à enlever le background de quelque chose et remplacer etc. C'est incroyable. J'ai pris une photo de deux personnes que j'avais pris en photo, je drag and drop, et puis je tape l'instruction en anglais, remove background and replace with a beach, with a palm trees and sun, et pouf, j'ai un détourage quasi parfait, pas fait aussi bien à la main, enfin je suis pas professionnel, avec une image derrière, donc c'est incroyable l'aide que ça peut apporter. Je connais quelqu'un, juste pour l'anecdote, le gain de temps que ça peut faire apporter aux professionnels. Juste pour l'anecdote, et puis après on va tout doucement conclure cet épisode déjà fort long. Je connais quelqu'un qui fait des photos de mariage, et dans les photos de mariage, vous avez toujours le cousin éloigné qui essaye de se mettre dans le champ, qui se pointe, etc. C'était un enfer avant. Aujourd'hui, quel que soit le décor, c'est remove, et s'il y avait un arbre, on revoit l'arbre.
S'il y avait un piano, ben, le piano sera complet, etc., etc. Et on aura viré le cousin un peu fâcheux qui se place dans c'est presque magique, entre guillemets. Et là, très honnêtement, si on pouvait le faire à la main, ça prendrait trop de temps, mais on l'aurait fait, quoi. C'est parce que, voilà, c'est juste une facilité en plus. Ça va plus vite. Voilà, donc la prochaine fois que vous utiliserez votre imprimante laser ou que vous verrez un flyer imprimé, pensez à Adobe et repensez au techno. Seb, pour une conclusion. J'ai une toute petite question juste pour la fin. Tu sais, Sébastien, comment est-ce que le PDF s'assure que tu vas avoir le même rendu? Parce que j'ai pas mal lu les specs à l'époque du PDF. En fait, ce ne sont que des conteneurs. Et la police, si tu te dis, bah oui, il va pas avoir la même police que toi, pas de problème, c'est incorporé dans le PDF. Ouais, tout est embarqué dedans, et c'est des conteneurs qui... Il part avec tout. Oui, et donc il s'assure de rendu en prenant tout ce qu'il a besoin. C'est assez... Des fois, ça explique pourquoi le PDF est un PDF. Des fois ça explique pourquoi le PDF était un peu lourd, parce que tu as installé dessus une police qui était elle-même très très lourde, ou avec des images... Toutes les polices sont dessus. Et donc, il embarque tout. Oui, si tu changes de police à chaque lettre, ton PDF va être un peu costaud, quoi. Il va avoir des... Voilà. Voilà qui conclut donc ce premier épisode de la saison 10 des Technos, les amis. On était un peu long cette fois-ci. On va essayer... Parce que ça fait des longs jogging, hein. On épuise nos études. Mais en même temps, c'était passionnant, et je vous remercie encore pour ce dossier. C'est un nouveau format, toujours, bien entendu, notre abécédaire, vous l'avez compris, et puis également un sujet plus long, en l'occurrence très long, mais on essaiera d'essayer de trouver des trucs un peu plus... Mais quand ça s'impose, ça s'impose. Si ça vous plaît ou pas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On vous met là aussi, hein, pour le dossier, vous l'avez peut-être regardé dans les notes du podcast, on vous met également les sources quand il y en a, pour savoir exactement où vous allez, si vous avez envie d'aller plus loin, évidemment, dans la réflexion. Merci à tous les deux, bonne rentrée à tous les deux, on se dit donc à très bientôt, et à la semaine prochaine, évidemment, avec d'autres chroniqueurs, toujours pour un nouvel épisode des Technos. Salut!